Je peux arranger ça, murmura le garçon sali par la graisse, en regardant la voiture de luxe. Le millionnaire éclata d'un rire cruel, mais en quelques secondes, ce gamin ferait l'impensable et réduirait tout le monde au silence. Le moteur de la Rolls-Royce Phantom explosa en fumée en plein cœur de l'avenue des Champs, Élysées, provoquant un embouteillage qui s'étendait sur 5 pâtés de maison. Étienne Leclerc frappa le volant avec une telle force que l'alliance en or qu'il portait au doigt érafla le cuir importé. Cette voiture avait coûté 300 000 € et était maintenant arrêtée comme de la ferraille en plein jour, exposant sa vulnérabilité aux yeux de tous. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, sentant la sueur couler sur son front malgré la climatisation qui fonctionnait encore. Autour de lui, les conducteurs klaxonnaient sans pitié, certains criant des insultes par les fenêtres. Étienne n'était pas habitué à être traité de la sorte. Il était le propriétaire de Leclerc Importation, l'une des plus grandes entreprises de voitures de luxe du pays, et maintenant, sa propre voiture le trahissait devant des centaines de personnes. Il prit son portable et appela la concession officielle. « J'ai besoin d'une dépanneuse immédiatement. Ma Phantom est en panne sur les Champs-Élysées. Monsieur Leclerc, notre dépanneuse spécialisée est en service. Cela peut prendre jusqu'à 2 heures, répondit l'opératrice avec un calme professionnel irritant. 2 heures? Vous êtes folle. Je ne vais pas rester ici 2 heures à me faire humilier. Je suis désolé, monsieur, mais c'est le temps estimé. Étienne raccrocha, sentant la rage bouillir. Il regarda dans le rétroviseur et vit la file de voitures se former, des gens filmant avec leur téléphone. Cela allait devenir une nouvelle, des mèmes, des blagues. Le grand Étienne Leclerc, expert en voitures de luxe, avec sa propre voiture en panne dans la rue. C'est alors qu'on frappa à la vitre. Étienne se retourna, prêt à crier sur n'importe qui, mais s'arrêta en voyant un garçon d'environ 12 ans, sali par la graisse, portant un vieux t-shirt déchiré. Les cheveux ébouriffés tombaient sur ses yeux noisettes, qui le regardaient avec une intensité étrange. « Avez-vous besoin d'aide, monsieur ?» demanda le garçon, la voix fine mais ferme. Étienne ouvrit la vitre juste assez pour répondre. « Va-t'en d'ici, gamin. Je n'accepte pas la mendicité. »« Je ne mendie pas, monsieur. J'offre mon aide pour la voiture. » Le rire qui sortit de la bouche d'Étienne fut cruel et bruyant. « De l'aide? Toi, un sale mioche, tu veux aider avec une Rolls-Royce Phantom ?» Léo Moreau ne broncha pas. Il était déjà habitué à ce genre de réaction. « Je sais ce qui se passe par le bruit qu'a fait le moteur avant de s'arrêter et par la fumée. C'est une surchauffe du système de refroidissement. La pompe à eau est probablement bloquée. » Étienne cessa de rire. Comment ce gamin pouvait-il savoir ça? « Écoute, gamin, » dit-il en ouvrant la portière et en sortant de la voiture. Il mesurait 1,85 m, presque le double de la taille de Léo. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais cette voiture vaut plus que ta maison. Je ne te laisserai pas y mettre un doigt sale. »« Alors, vous préférez rester ici jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse ?» demanda Léo en désignant la file de voitures qui continuait de s'allonger. « Parce que d'après ce que je vois, ça va prendre du temps. » Étienne regarda autour de lui. Les gens sortaient déjà de leur voiture en se plaignant, certains s'approchant avec des téléphones pour filmer. Cela se transformait en spectacle public. « Mon père travaille là-bas. » Léo désigna un petit garage sale à quelques mètres. « Nous réparons des voitures depuis des années. Puis-je au moins jeter un coup d'œil ?»« Ton père ?» Étienne rit de nouveau. « Ce garage de fond de cour? Que réparez-vous? Des Twingos, des 3. Ceci est une Rolls-Royce, gamin. Tu n'as aucune idée de la complexité. » À ce moment, 3 hommes en costume s'approchèrent. C'étaient les associés d'Étienne, qui étaient dans une voiture juste derrière et avaient été témoins de toute la scène. « Étienne, que se passe-t-il » demanda Arnaud Dubois, essayant de ne pas rire de la situation. « La Phantom est en panne » répondit Étienne, embarrassé. « Et ce mioche » demanda un autre associé, regardant Léo de haut en bas avec mépris. « Il dit qu'il peut la réparer » dit Étienne, et les 3 éclatèrent de rire. « Ah, ça, il faut que je le voie » dit Arnaud en sortant son téléphone pour enregistrer. « Le gamin du garage de bas étage va réparer la Rolls-Royce de l'expert en voiture de luxe. »« Faites vos blagues » dit Léo, la voix toujours calme, mais avec une touche de défi. « Mais si je la répare, combien me payez-vous » Étienne regarda le garçon avec un mélange de surprise et d'amusement. « Tu me défies? J'offre un service. Tout service a un prix. »« Très bien, » dit Étienne en croisant les bras. « Si toi, un mioche de 12 ans, tu réussis à faire fonctionner à nouveau cette voiture à 300 000 €, je te paye 500 €. » Les associés rirent encore plus fort. « 500 €? Étienne, tu es devenu fou? Détendez-vous, il n'y arrivera pas, mais ce sera amusant de le voir essayer. » Léo ne montra aucune émotion. « 700 €. Quoi?
Étienne faillit s'étouffer. 700 euros? C'est le prix juste pour le travail et pour l'humiliation publique que je subis en ce moment. Étienne regarda ses amis, qui enregistraient tout et riaient. Cela se transformait déjà en contenu pour leurs réseaux sociaux. Très bien, gamin, 700 euros. Mais quand tu échoueras, tu nettoieras ma voiture gratuitement pendant un mois. Tu acceptes? Léo tendit sa main sale de graisse. J'accepte. There's no saïdam, Allah. Para saïdam, in this can. This is the Laulingo. Étienne regarda la main avec dégoût, mais la serra quand même, juste pour maintenir le spectacle. Tu peux commencer ton spectacle, dit-il en faisant une révérence sarcastique. Léo ne perdit pas de temps, courut jusqu'au garage et revint avec une boîte à outils qui semblait plus grande que lui. Il la posa sur le sol à côté de la Rolls-Royce et ouvrit le capot avec une facilité qui surprit même Étienne. « Il va vraiment le faire », murmura Arnaud, filmant chaque mouvement. Léo se plongea dans le moteur comme s'il connaissait chaque pièce par cœur. Ses petites mains se déplaçaient avec une précision chirurgicale, déconnectant des tuyaux, vérifiant des connexions, testant des composants. Il n'y avait aucune hésitation, aucun mouvement perdu. « Venez », dit-il après quelques minutes en désignant une pièce spécifique. « Pompe à eau bloquée. » Exactement comme j'ai dit. Étienne s'approcha, incrédule. Il avait vraiment diagnostiqué le problème correctement. « Le diagnostic est facile », dit-il en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Réparer est une autre histoire. »« Observez », répondit Léo simplement. Ce qui se passa dans les 15 minutes suivantes laissa tout le monde silencieux. Léo démonta la pompe à eau avec une vitesse impressionnante, nettoya les composants, remplaça une pièce qu'il avait apportée du garage et remonta tout avec la précision d'un horloger. Ses doigts bougeaient si vite qu'on pouvait à peine suivre. « C'est impossible », murmura Arnaud, cessant de rire. « C'est un gamin qui sait ce qu'il fait », ajouta l'autre associé, sincèrement impressionné. Étienne ne disait rien, observant seulement, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'admiration, il refusait de l'admettre. C'était de la confusion. Comment ce gamin pouvait-il en savoir autant? « Prêt », dit Léo en fermant le capot et en s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Vous pouvez démarrer. »« Je peux démarrer ?» Étienne répéta, incrédule. « Tu crois vraiment que… » « Démarre la voiture, Étienne, » dit Arnaud. « Voyons si le gamin est sorcier ou charlatan. » Étienne entra dans la voiture, le cœur battant fort. Il ne savait pas ce qu'il voulait le plus, que la voiture fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Il tourna la clé et le moteur de la Rolls-Royce Phantom rugit avec perfection, doux et puissant, comme le jour où il était sorti d'usine. Le silence qui suivit fut absolu. Même les personnes qui klaxonnaient s'arrêtèrent pour digérer ce qu'elles venaient de voir. « Non, ce n'est pas possible », murmura Étienne en regardant le tableau de bord qui affichait tous les systèmes fonctionnant parfaitement. Léo ferma sa boîte à outils. 700 € comme convenu. Étienne sortit de la voiture. Son esprit essayait toujours de comprendre ce qui s'était passé. Les associés étaient bouche bée. Les téléphones filmaient encore. « Comment as-tu appris à faire ça ?» demanda Étienne. Et pour la première fois, il n'y avait pas de moquerie dans sa voix. « Mon père m'a appris », répondit Léo. « Je travaille avec lui depuis l'âge de 7 ans. J'ai déjà réparé plus de 200 voitures. Seulement, tu as 12 ans. Et vous, quel âge avez-vous? 40? 50? Et vous n'avez même pas pu diagnostiquer le problème de votre propre voiture. » La réponse fut comme une gifle. Les associés rirent. Mais cette fois, ce n'était pas de Léo, c'était d'Étienne. « Paie le gamin, Étienne, » dit Arnaud. Il l'a mérité. Étienne sortit son portefeuille, encore étourdi. Il compta 700 € en billets et les tendit à Léo, qui prit l'argent et le compta de nouveau devant tout le monde. « Merci pour l'affaire, monsieur, » dit-il en glissant l'argent dans sa poche. « Attends, » dit Étienne en retenant le bras du garçon. « Où as-tu appris pour les Rolls-Royce? Ces voitures ont des systèmes complexes, une technologie de pointe. J'ai appris en lisant. J'ai tous les manuels techniques à la maison. Mon père dit toujours que le savoir ne prend pas de place. Des manuels techniques de Rolls-Royce? De Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, tous ceux que je peux trouver sur Internet. J'étudie tous les jours après l'école. » Étienne regarda ce garçon sali par la graisse qui venait de gagner 700 € en réparant en 15 minutes un problème que la concession prendrait des heures à résoudre et sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti. Depuis longtemps. L'humilité. « Quel est ton nom ?»« Léo Moreau. » Étienne répéta. « Léo Moreau, tu m'as impressionné aujourd'hui. Merci, monsieur. » Léo prit sa boîte à outils et commença à marcher vers le garage. Étienne le regarda partir, sentant que quelque chose avait changé ce jour-là.
Il avait été vaincu par un gamin, humilié publiquement, mais bizarrement, il ne ressentait pas de rage. « Étienne » l'appela Arnaud. « Tu as vu ce que j'ai vu ? J'ai vu un gamin de 12 ans réparer une Rolls-Royce en 15 minutes. »« Non » Arnaud montra le téléphone. « J'ai vu ça sur l'écran. » La vidéo qu'il avait enregistrée avait déjà 15 000 vues et était partagée frénétiquement. Les gens ne se moquaient pas d'Étienne. Ils étaient impressionnés par Léo. « Le gamin est devenu viral » dit Arnaud. « Regarde les commentaires. » Étienne en lut quelques-uns. « Ce gamin est un génie. Je veux qu'il répare ma voiture. Le talent n'a pas d'âge. » Le millionnaire dut ravaler sa fierté. Étienne ferma les yeux. Ce jour aurait dû être humiliant, mais d'une certaine manière, il sentait qu'il avait appris quelque chose d'important. « Allons-y » dit-il en entrant dans la Rolls-Royce qui fonctionnait maintenant parfaitement. « J'ai du travail à faire. » Mais tandis qu'il conduisait vers le bureau, il ne pouvait s'empêcher de penser au garçon, Léo Moreau, un nom qu'il n'oublierait pas de sitôt. Ce qu'Étienne ne savait pas, c'est que cette rencontre n'était que le début. Le destin était sur le point d'entrelacer leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Léo entra dans le garage avec les 700 € en poche, le cœur encore accéléré par l'adrénaline. Marcel Moreau, son père, était sous une vieille Renault Twingo, seules ses jambes dépassant. Le bruit des outils résonnait dans le petit espace exigu qui servait de garage et presque de maison pour les deux. « Papa, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé » dit Léo en sortant l'argent de sa poche. Marcel se glissa dessous la voiture, le visage marqué par les rides de celui qui a travaillé dur toute sa vie. Il avait 42 ans, mais en paraissait 10 de plus. Il s'essuya les mains sur un chiffon et regarda son fils avec ses yeux fatigués mais aimants. « Qu'est-ce que tu as fait encore, mon fils ? » « J'ai réparé une Rolls-Royce Phantom dans la rue et j'ai gagné ça. » Léo montra l'argent, les billets encore neufs et sentant bon. Marcel regarda, totalement incrédule. « 700 €. Léo, d'où sort cet argent ? » « Je te jure, papa, une Rolls-Royce est tombée en panne devant le garage. Le propriétaire était un homme arrogant qui s'est moqué de moi. Il a parié que je ne pourrais pas la réparer. Je l'ai fait en 15 minutes. » Marcel prit l'argent, comptant les billets comme s'ils allaient disparaître à tout moment. « Mon fils, c'est 4 mois de loyer, c'est de la nourriture sur la table, c'est la preuve que tu m'as bien enseigné, » compléta Léo en souriant. Des larmes se formèrent dans les yeux de Marcel. Il serra son fils dans ses bras avec force, sentant une immense fierté mélangée à une profonde tristesse. Léo était brillant, talentueux, capable de choses qu'il n'atteindrait jamais lui-même. Mais tout cela était gâché dans un garage de quartier, à réparer de vieilles voitures pour une misère. « Tu mérites mieux que ça, Léo, » dit Marcel, la voix étranglée. « Tu mérites d'étudier dans une bonne école, d'avoir de vrais professeurs. Pas de rester ici dans ce garage sale. »« Papa, ne dis pas ça, tu m'as tout appris. Tu es le meilleur professeur que je puisse avoir. Mais je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin. Je ne peux pas payer d'école privée, de cours techniques, l'université. Nous allons y arriver, papa. Avec cet argent, nous pouvons déjà commencer à économiser. » Marcel hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Tu as raison. Nous allons économiser. Nous allons faire fructifier cet argent. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Étienne Leclerc était dans son bureau de luxe, regardant la vidéo de Léo réparant la Rolls-Royce devenir virale sur les réseaux sociaux. Elle avait déjà un demi-million de vues et continuait de croître de manière exponentielle. « C'est incroyable !» dit Capucine Leclerc en entrant dans le bureau de son père, le portable à la main. À 17 ans, elle était tout ce qu'Étienne attendait d'une fille, intelligente, belle, éduquée, mais elle remettait de plus en plus en question les valeurs de son père. « Papa, tu as vu la vidéo ? Elle a déjà plus de 500 000 vues. »« Je l'ai vue, » répondit Étienne sèchement, déplaçant des papiers sur son bureau. « Et tu ne trouves pas ça incroyable ? Un gamin de 12 ans qui répare une Rolls-Royce. Je pense qu'il a eu de la chance. Il avait probablement déjà vu le problème sur une autre voiture. »« De la chance, papa ? Il a diagnostiqué le problème juste en écoutant le bruit. C'est du talent pur. » Étienne soupira. Il n'aimait pas l'admettre, mais sa fille avait raison. Ce gamin avait quelque chose de spécial. Quelque chose qu'il n'avait pas lui-même malgré tous ses millions. « Que veux-tu que je fasse, Capucine ? Que je lui donne un trophée. Je veux que tu reconnaisses le talent quand tu le vois. Ce gamin pourrait travailler pour toi, apprendre davantage, grandir. C'est un enfant de 12 ans. Il y a des lois sur le travail, Capucine. Je ne peux pas simplement embaucher un enfant. Mais tu peux aider. Tu peux lui payer un cours, une meilleure école. Et pourquoi ferais-je cela ? » Capucine regarda son père avec déception. « Parce que tu as le pouvoir de changer sa vie.
Parce que tu as assez d'argent pour ne même pas t'en rendre compte. Parce que ce serait la bonne chose à faire. Étienne resta silencieux. Sa fille avait le don irritant de toujours toucher les bonnes blessures. « Je vais y réfléchir », dit-il finalement. « Ne réfléchis pas trop longtemps. Des opportunités comme ça n'attendent pas. » Capucine sortit du bureau, laissant Étienne seul avec ses pensées. Il revit la vidéo, faisant attention à chaque détail. La façon dont Léo bougeait, la confiance dans ses gestes, la précision chirurgicale, ce n'était pas de la chance, c'était des années de pratique, d'études, de dévouement. Et c'est alors qu'il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. En arrière-plan de la vidéo, pendant quelques secondes, apparaissait le garage où Léo avait pris les outils. C'était un endroit minuscule avec de vieux équipements, des murs écaillés, mais au-dessus de la porte, il y avait une enseigne. Moreau et fils, mécanique générale. Moreau et fils, murmura Étienne. Alors le père est vraiment mécanicien. Il prit son portable et appela son assistante personnelle. Léonard, j'ai besoin que tu enquêtes sur un garage pour moi. Moreau et fils se trouvent sur l'avenue des Champs, Élysée, près de l'endroit où ma voiture est tombée en panne aujourd'hui. Enquêtez, monsieur? Que voulez-vous savoir? Tout. Depuis combien de temps il est sur le marché? Situation financière. Historique du propriétaire. Je veux un rapport complet pour demain matin. Oui, monsieur. Étienne raccrocha et revit la vidéo. Elle avait presque 1 million de vues. Maintenant, les gens partageaient, commentaient, faisaient des montages. Léo Moreau était devenu une petite célébrité d'Internet en quelques heures. Cette nuit-là, dans la maison simple que Marcel et Léo partageaient dans un quartier éloigné, père et fils dînaient du riz avec des œufs, quand le portable de Léo commença à sonner sans arrêt. « Que se passe-t-il » demanda Marcel, inquiet. Léo prit le portable et ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, la vidéo d'aujourd'hui a 1 million de vues. »« 1 million? Comment ?» Les gens la partagent. Regarde les commentaires. Marcel en lut quelques-uns, incrédule. Ce gamin est plus compétent que beaucoup de mécaniciens diplômés. Que quelqu'un embauche ce gamin avant qu'un autre pays ne le vole. La France gaspille des talents comme toujours. Je veux amener ma voiture juste pour qu'il la répare. Mon fils, c'est sérieux. Les gens te reconnaissent. Mais c'est une bonne chose, ça peut apporter plus de clients au garage. Marcel était sur le point de répondre quand on frappa à la porte. Il était tard, plus de 22 heures. Il alla ouvrir avec prudence et trouva une femme élégante d'une 40aine d'années avec un microphone à la main et un caméraman derrière elle. « Bonsoir, je suis Pat Morat de BFM TV. Nous cherchons Léo Moreau, le garçon qui a réparé la Rolls-Royce aujourd'hui. » Marcel resta paralysé. « BFM? Comment avez-vous découvert où nous vivons? » « La vidéo est virale, monsieur. Nous avons mené une enquête et trouvé l'adresse du garage. Les voisins nous ont indiqué votre maison. Nous pouvons faire une interview rapide avec Léo? Je ne sais pas. Il est mineur. Papa, c'est bon. Léo apparut derrière son père. Je veux parler. La journaliste sourit. Très bien. Ça peut être ici même à la porte. C'est rapide. Ils allumèrent les caméras et Patricia commença. Je suis ici avec Léo Moreau, le garçon de 12 ans qui est devenu viral aujourd'hui en réparant une Rolls-Royce Phantom en pleine avenue des Champs-Élysées. Léo, comment as-tu appris à faire ça? Léo regarda la caméra naturellement. Mon père m'enseigne depuis tout petit. C'est le meilleur mécanicien qui existe. Marcel sentit ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Et comment as-tu su quoi faire sur une voiture aussi complexe? J'étudie, je lis des manuels techniques, je regarde des vidéos, je pratique tous les jours. Chaque voiture est une machine, et toute machine a une logique. Il faut juste comprendre comment les pièces fonctionnent ensemble. Tu as l'intention de faire carrière dans ce domaine? Oui. Je veux étudier l'ingénierie mécanique, ouvrir ma propre entreprise un jour. Mais d'abord, j'ai besoin d'aider mon père à développer le garage que nous avons. Et que dirais-tu aux personnes qui regardent? Léo réfléchit un instant. Que le talent n'a rien à voir avec l'argent ou l'école chère, il a à voir avec le dévouement. Mon père m'a appris ça. Il n'a jamais eu beaucoup, mais il a toujours eu de la sagesse. L'interview ne dura que 5 minutes, mais lorsqu'elle fut diffusée au journal télévisé du soir, elle eut un impact encore plus grand. Les gens n'admiraient pas seulement l'habileté de Léo, ils s'identifiaient à son histoire de dépassement. Étienne vit l'interview chez lui, seul dans son salon gigantesque. Il écouta chaque mot de Léo, il vit la façon dont le garçon parlait de son père avec amour et respect. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange d'admiration et d'envie. Son propre fils était mort il y a 5 ans dans un accident de voiture. Il avait le même âge que Léo à ce moment-là. Depuis, Étienne s'était jeté dans le travail, accumulant des richesses, mais perdant la capacité de ressentir. Capucine était tout ce qu'il lui restait, mais il savait qu'il la perdait aussi,
avec son arrogance et sa froideur. « Papa, tu as vu l'interview ?» Capucine entra dans le salon. « Je l'ai vu. Et alors? Et tu ne ressens pas l'envie d'aider? De faire quelque chose ?» Étienne resta silencieux pendant un long moment. « Que veux-tu que je fasse, Capucine? »« Je ne sais pas, mais tu as des ressources, des contacts, du pouvoir. Ce gamin a du talent. Ensemble, vous pourriez. » « Pourriez quoi? Je n'ai pas besoin d'un associé, encore moins d'un enfant de 12 ans. Il ne s'agit pas de ce que tu as besoin, il s'agit de ce qu'il a besoin de toi. Et pourquoi ce serait mon problème ?» Capucine regarda son père avec tristesse. « Parce qu'avant de devenir cette personne froide et calculatrice, tu étais un homme bon. Tu te souviens quand Rémi était en vie? Tu disais que tu voulais laisser un héritage, faire une différence dans la vie des gens. » Le nom du fils mort frappa Étienne comme un coup de poing. « Ne parle pas de Rémi. Si quelqu'un doit parler, crois-tu qu'il serait fier de ce que tu es devenu? Un homme qui a tout, mais ne partage rien. Sors d'ici, Capucine. Tu n'as pas besoin d'entendre ça. Ce gamin a l'âge qu'avait Rémi quand il est mort. Il a du talent, il a des rêves, il a un avenir. Tu peux l'aider à atteindre cet avenir. »« Je t'ai dit de sortir !» cria Étienne en se levant du fauteuil. Capucine recula, les larmes aux yeux. « Tu es impossible !» dit-elle avant de s'enfuir en courant. Étienne se retrouva seul à nouveau, tremblant de rage et de douleur. Il détestait quand Capucine touchait à ce sujet. Il détestait se souvenir du fils qu'il avait perdu. Il détestait ressentir quoi que ce soit. Mais cette nuit-là, lorsqu'il alla enfin dormir, il rêva de Rémi. Dans le rêve, son fils était vivant, souriant, jouant avec des voitures miniatures. Et à côté de lui se trouvait Léo, apprenant à Rémi à réparer les petites machines. « Papa », disait Rémi dans le rêve. « Léo est mon ami, tu vas l'aider, n'est-ce pas ?» Étienne se réveilla en sueur, le cœur battant. 3 heures du matin. Il prit son portable et relut le rapport que Léonard lui avait envoyé sur le garage Moreau et Fils. Fondé il y a 15 ans. Propriétaire Marcel Moreau, 42 ans, veuf. Épouse décédée il y a 3 ans des suites de complications de santé. Un fils, Léo Moreau, 12 ans. Situation financière précaire. Dette auprès des fournisseurs, loyer en retard, équipement obsolète. Chiffre d'affaires mensuel moyen, 350 €. Réputation dans le quartier, excellente. Connu pour son honnêteté et son bon travail. 350 € par mois. Étienne dépensait plus que cela pour un seul repas dans des restaurants chers. Et cet homme élevait un génie avec cette somme ridicule. Il prit son portable et écrivit un message à Léonard. « Je veux programmer une réunion avec Marcel Moreau demain dans mon bureau. » Il hésita avant d'envoyer. Que voulait-il exactement? Pourquoi faisait-il cela? Il ne pouvait pas répondre à ces questions, mais il appuya sur « Envoyer » quand même. Léonard répondit immédiatement. « Oui, monsieur. Heure préférée, midi. » Et Léonard, monsieur. Sois poli en l'invitant. Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Compris, monsieur. Étienne éteignit son portable et regarda le plafond. Il sentait qu'il était sur le point de prendre une décision qui allait tout changer. Il ne savait pas si elle était bonne ou mauvaise, mais pour la première fois depuis 5 ans, il sentait qu'il faisait quelque chose de juste. Le lendemain matin, Marcel reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Marcel Moreau, bonjour. Mon nom est Léonard Andrade. Je suis l'assistant de monsieur Étienne Leclerc. » Marcel faillit laisser tomber le téléphone. « Étienne Leclerc? Le propriétaire de la Rolls-Royce. »« Exactement. Monsieur Leclerc souhaiterait vous inviter à une réunion aujourd'hui à midi dans notre bureau. Serait-ce possible? Une réunion sur... Quoi? Sur votre fils, monsieur, et sur des opportunités. » Marcel regarda Léo qui était en train d'organiser des outils dans un coin du garage. « Des opportunités? »« Oui, monsieur. Monsieur Leclerc a été très impressionné par le talent de Léo et souhaiterait discuter de quelques possibilités. Puis-je confirmer votre présence? » Marcel ne savait pas s'il devait faire confiance, mais quelque chose dans la voix polie de Léonard le convainquit. « Très bien, midi. Où ?» Léonard lui donna l'adresse, et Marcel la nota d'une main tremblante. « Papa, c'était qui ?» demanda Léo quand il raccrocha. « C'était l'homme de la Rolls-Royce. Il veut nous parler. »« À propos de quoi? Je ne sais pas, mon fils, mais je crois que nous allons le découvrir. » À midi, Marcel et Léo se trouvaient devant l'immeuble commercial le plus luxueux de Paris. Des vitres en miroir, de la sécurité à la porte, des voitures importées sur le parking. Ils se sentaient complètement déplacés, avec leurs vêtements simples et leurs mains tachées de graisse, qu'aucun savon ne parvenait à nettoyer complètement. « Papa, j'ai peur » murmura Léo. « Moi aussi, mon fils, mais nous allons entrer. » Le garde de sécurité les arrêta à la porte. «
Je peux vous aider. Nous avons rendez-vous avec monsieur Étienne Leclerc, dit Marcel en essayant de paraître confiant. Le garde vérifia une liste et hocha la tête. 40 étages. Ascenseur à droite. Pendant qu'ils montaient dans l'ascenseur en miroir, Marcel et Léo voyaient leurs reflets. Deux hommes simples, travailleurs, dans un monde qui n'était pas fait pour eux. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, Léonard les accueillit avec un sourire sincère. « Monsieur Marcel, Léo, bienvenue, veuillez m'accompagner. » Ils furent conduits à une salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. Étienne était debout, regardant par la fenêtre, le dos tourné à eux. « Monsieur Leclerc, vos invités sont arrivés, » annonça Léonard avant de sortir. Étienne se retourna lentement. Pour la première fois, Marcel vit l'homme qui avait humilié son fils, mais il vit aussi quelque chose dans ses yeux qu'il n'attendait pas. « Bonsoir, monsieur Marcel. Léo, merci d'être venu, » dit Étienne en désignant les chaises. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Et tandis qu'ils s'asseyaient, aucun d'eux n'imaginait que cette conversation allait changer leur vie pour toujours. La salle de réunion parut encore plus grande avec le silence pesant qui s'installa après l'invitation d'Étienne à s'asseoir. Marcel tira une chaise pour Léo et s'assit ensuite à côté de son fils, les mains moites posées sur ses genoux. Il n'avait jamais été dans un endroit aussi luxueux. La table en bois massif brillait sous la lumière indirecte. Les tableaux au mur coûtaient probablement plus que le garage entier, et la vue panoramique de Paris à travers les vitres du sol au plafond était impressionnante. Étienne resta debout pendant quelques secondes, étudiant les deux. Père et fils portaient les mêmes vêtements simples de la veille, propres, mais usés par le temps et le travail. Les mains des deux avaient des taches de graisse qu'aucun savon ne parvenait à enlever complètement, des marques permanentes de ceux qui travaillent de leurs propres mains. Ils étaient l'opposé absolu de tout ce que ce bureau représentait. « Voulez-vous de l'eau, du café, du jus ?» offrit Étienne, en essayant de briser la glace. « De l'eau, ça ira, merci », répondit Marcel, la voix sortant plus basse qu'il ne le voulait. Étienne servit 3 verres d'eau à partir d'une carafe en cristal et s'assit finalement en face d'eux. Léo observait chaque mouvement avec ses yeux attentifs qui ne perdaient aucun détail, la même attention qu'il appliquait à l'étude des moteurs et des machines. « Monsieur Marcel, Léo », commença Étienne en joignant ses mains sur la table. « Je vous ai appelé parce que j'ai besoin de dire certaines choses. Premièrement, à propos d'hier, » Marcel se redressa sur sa chaise, prêt à défendre son fils si nécessaire. « J'ai été irrespectueux, arrogant. J'ai traité votre fils comme s'il était incapable alors qu'en réalité, il est extraordinairement talentueux. » Étienne marqua une pause, les mots lui coûtant clairement cher à sa fierté. « Je tiens à m'excuser auprès de vous deux. » Les excuses prirent Marcel complètement par surprise. Il s'était attendu à beaucoup de choses. Peu. Être un procès parce que Léo avait touché la voiture sans autorisation formelle. Peu. Être une proposition de rendre l'argent, même une menace. Mais des excuses sincères de la part d'un homme comme Étienne Leclerc. Il ne s'y attendait pas. « Monsieur Leclerc, » dit Marcel avec prudence, « mon fils a fait un travail honnête. Vous avez payé le prix convenu. Il n'y a rien à excuser. »« Si, il y a, » insista Étienne. « J'ai payé pour le service, mais je n'ai pas payé pour les humiliations, pour les rires, pour l'avoir traité comme s'il était moins capable juste parce qu'il est enfant et pauvre. » Le mot « pauvre » résonna dans la salle comme un coup de feu. Léo baissa les yeux, et Marcel sentit la rage commencer à bouillir, mais il se contrôla. « Nous sommes pauvres, monsieur Leclerc, » dit Léo soudainement, levant les yeux avec une dignité qui surprit même Étienne. « Mais cela ne signifie pas que nous sommes stupides. Mon père m'a appris que la dignité n'a pas de prix et que le savoir n'a pas besoin d'argent pour être acquis. » Étienne sourit. Un sourire triste, presque mélancolique. « Ton père a bien enseigné, mieux que beaucoup de pères riches ne parviennent à enseigner à leurs enfants. » Il y eut un moment de silence où les 3 hommes, car Léo, même à 12 ans, se comportait comme un homme, se mesurèrent du regard. « Mais ce n'était pas seulement pour m'excuser que je vous ai appelé ici, » continua Étienne en ouvrant un dossier qui était sur la table. « J'ai enquêté sur votre garage. » Marcel se tendit. « Vous avez enquêté ? » ?»« Oui. Je sais que vous avez des dettes envers les fournisseurs, que le loyer a 3 mois de retard, que les équipements sont obsolètes et que le chiffre d'affaires mensuel paie à peine les factures de base. »« Cela ne vous regarde pas, » dit Marcel, la voix sortant plus dure maintenant. « Je sais et normalement ce ne serait pas le cas. Mais après avoir vu le talent de votre fils, après avoir vu l'interview hier soir, après avoir vu comment vous parlez l'un de l'autre avec amour et respect, » Étienne marqua une pause en respirant profondément. « J'ai une proposition. »« Quel genre de proposition ?» demanda Marcel méfiant. Étienne ouvrit le dossier et sortit plusieurs documents. «
Je veux investir dans votre garage. Je veux le moderniser, l'équiper d'outils de pointe, créer un centre de formation spécialisé en voitures de luxe. Marcel resta bouche bée. Investir? Pourquoi? Parce que la France est pleine de talents gâchés. Des personnes comme Léo, qui pourraient être en train de changer le monde, mais qui sont piégées dans des situations qui n'autorisent pas la croissance. J'ai l'argent, vous avez le talent. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Demanda Marcel, toujours méfiant. Dans son expérience, les gens riches ne faisaient jamais rien sans en tirer profit. Une participation aux bénéfices. 30% du garage serait à moi. Vous gardez 70% et le contrôle total des opérations. Je n'investis que de l'argent et apporte des clients de haut niveau. Léo regarda son père, essayant de lire son expression. Marcel était en train de traiter l'information, clairement divisée entre l'opportunité et la méfiance. « De combien d'investissements parlons-nous » demanda Marcel. « 500 000 € initialement » répondit Étienne calmement. Marcel faillit tomber de sa chaise. 500 000 €. C'était plus d'argent qu'il n'en avait vu dans toute sa vie additionnée. 500 000, bégaya-t-il. Pour commencer, équipement moderne, rénovation complète de l'espace, formation spécialisée pour vous et Léo. Marketing, certifications officielles. Je veux transformer Moreau et Fils en la référence de l'entretien de véhicules de luxe à Paris. Mais, monsieur Leclerc, intervint Léo, pourquoi feriez-vous cela? Vous avez dit vous-même hier que nous étions un garage de bas étage. Étienne ferma les yeux, honteux de ses propres paroles. J'ai dit des choses terribles hier, des choses dont mon défunt fils aurait eu honte d'entendre. Votre fils? Demanda Marcel doucement. Rémi est mort il y a 5 ans dans un accident de voiture. Il avait 12 ans, le même âge que Léo. Le silence fut absolu dans la salle. Marcel sentit son cœur se serrer. Il savait ce que c'était de perdre un être cher. Il avait perdu sa femme 3 ans auparavant. « Je suis vraiment désolé », dit Marcel sincèrement. « Merci. » Étienne respira profondément. Rémi était passionné par les voitures. Il passait des heures à regarder des vidéos de mécanique, à démonter des jouets pour comprendre comment ils fonctionnaient. Il voulait être un ingénieur mécanique quand il serait grand. Léo sentit un nœud dans sa gorge. C'était exactement ce qu'il voulait. « Quand j'ai vu votre fils hier, » continua Étienne, la voix étranglée. « Quand j'ai vu la façon dont il travaille, la passion dans ses yeux, la précision dans ses mouvements, j'ai vu Rémi. J'ai vu ce que mon fils aurait pu être s'il avait eu l'opportunité de grandir. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Étienne, un homme qui n'avait pas pleuré depuis des années, qui avait construit une armure de froideur et d'arrogance pour ne pas sentir la douleur de la perte. « C'est pourquoi je veux investir », dit-il en s'essuyant les yeux sans honte. « Je ne peux pas ramener mon fils, mais je peux aider un autre père à donner à son fils les opportunités que je n'ai jamais réussi à donner au mien. » Marcel pleurait aussi maintenant. 2 veufs, 2 pères, qui connaissaient la douleur de la perte, assis dans une salle de luxe partageant une douleur que l'argent ne pourrait jamais guérir. « Monsieur Leclerc, » dit Marcel, la voix tremblante, « je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez, dites que vous me laisserez faire ça, pas pour moi, mais pour Léo, pour le talent extraordinaire qu'il a. » Léo regarda son père, attendant sa décision. Marcel se battait clairement intérieurement. La fierté disait de refuser, de ne pas accepter la charité, mais l'amour pour son fils disait d'accepter, de donner à Léo les opportunités qu'il méritait. « Papa, » dit Léo doucement, « tu te souviens de ce que tu dis toujours, que nous ne pouvons pas laisser la fierté faire obstacle au progrès. » Marcel regarda son fils et sourit à travers les larmes. « Quand es-tu devenu si sage ?»« J'ai appris du meilleur professeur du monde, » répondit Léo en prenant la main de son père. Marcel respira profondément et regarda Étienne. « Nous avons des conditions. »« Bien sûr, lesquelles ?»« Première, mon fils continue d'étudier. L'école passe avant le garage, toujours. »« Je suis entièrement d'accord, » dit Étienne. « En fait, je veux ajouter cela au contrat. Léo aura une bourse complète dans l'une des meilleures écoles privées de Paris. » Marcel écarquilla les yeux. « Vous feriez cela ?»« Je le ferai. Le talent sans éducation est un gâchis. Léo a besoin d'une base théorique solide pour compléter son habileté pratique. Deuxième condition, » continua Marcel. « Nous gardons le contrôle des opérations. Vous investissez, mais n'interférez pas dans le quotidien. Parfait. Je ne m'y connais pas en mécanique autant que vous. Ce serait stupide de ma part d'interférer. Troisième condition, » dit Marcel. « Plus sérieux maintenant. Si à un moment donné vous manquez de respect à mon fils à nouveau, l'accord prend fin à cet instant. Peu importe combien d'argent est impliqué. » Étienne tendit la main. « Vous avez ma parole. Et si je romps cette parole, vous pouvez tout garder. Garage, équipement,
clients, tout. Marcel lui serra la main, sentant qu'il faisait un accord qui allait tout changer. « Alors, nous avons un accord ?» demanda Étienne. « Nous avons un accord », répondit Marcel. Léo sourit. Ce sourire large et sincère d'enfant qui croyait encore que le monde pouvait être bon. « Excellent », dit Étienne en prenant les documents. « Je vais demander à mon avocat de préparer les contrats. En attendant, je veux que vous fassiez une liste de tout ce dont vous avez besoin. Outils, équipements, rénovation, sans limite de valeur. Je veux commencer le plus tôt possible. Monsieur Leclerc, dit Léo, puis-je poser une question? Bien sûr. Pourquoi avez-vous changé? Hier, vous étiez différent. Étienne sourit tristement. Ma fille Capucine m'a dit quelque chose hier soir. Elle a dit, avant de devenir cette personne froide et calculatrice, tu étais un homme bon. Rémi serait fier. Et il le serait? Demanda Léo, avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants ont. De l'homme que j'étais hier? Non. Mais de l'homme que j'essaie d'être aujourd'hui? J'espère que oui. À ce moment, la porte s'ouvrit et Capucine entra sans frapper. À 17 ans, elle avait la même détermination que son père, mais avec un cœur qui n'avait pas encore été endurci par la vie. « Papa, j'ai su que vous étiez ici et… Oh !» Elle s'arrêta en voyant Marcel et Léo. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez encore en réunion. »« C'est bon, Capucine. Viens, je veux te présenter. Voici Marcel Moreau et son fils Léo. » Capucine s'approcha et tendit la main aux deux avec un sourire sincère. « C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Je suis ta plus grande fan, Léo. J'ai vu la vidéo 20 fois. » Léo rougit. « Merci. Tu es incroyable. À 12 ans, faire des choses que des mécaniciens expérimentés n'arrivent pas à faire. Comment as-tu appris tout ça? » « Mon père m'a appris, » répondit Léo, toujours donnant le crédit à son père. Capucine regarda Marcel avec respect. « Alors, vous êtes le vrai génie ici. » Marcel secoua la tête, embarrassé. « Non, non. Léo est celui qui a un don spécial. Vous êtes tous les deux spéciaux, » dit Capucine. « Et papa, tu vas vraiment investir dans leur garage? »« Je vais le faire, » répondit Étienne. Et il y avait de la fierté dans sa voix. Capucine serra son père dans ses bras, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. « Je suis fier de toi, papa. Tu fais ce qui est juste. » Étienne sentit ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Il ne savait pas qu'il avait tant besoin de l'approbation de sa fille jusqu'à cet instant. « Léo, » dit Capucine, reportant son attention sur le garçon. « Puis-je te demander une faveur? »« Bien sûr. Pourrais-tu m'enseigner la mécanique, les voitures? J'ai toujours voulu apprendre, mais mon père n'a jamais… Je n'ai jamais pensé que tu y portais intérêt, » interrompit Étienne surpris. « Papa, j'ai toujours eu de l'intérêt. Mais tu as toujours dit que ce n'est pas pour les jeunes filles, tu te souviens? » Étienne se sentit honteux. Une autre de ses attitudes pleines de préjugés étant exposée. « J'aimerais beaucoup t'enseigner, » dit Léo en souriant. « Mon père dit toujours que le savoir partagé est un savoir multiplié. »« Ton père est très sage, » dit Capucine en regardant Marcel avec admiration. Marcel était rouge de tant de confusion et de fierté mélangées. Il n'avait jamais reçu autant d'attention positive dans sa vie. « Bon, » dit Étienne en se levant. « Je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous. Marcel. Léo. Que diriez-vous de déjeuner ensemble? Nous pourrons discuter des détails du projet pendant que nous mangeons. Monsieur Leclerc, nous ne sommes pas habillés de manière appropriée pour un restaurant chic, dit Marcel en regardant ses propres vêtements. Alors, nous irons manger dans un endroit décontracté. Je connais un excellent restaurant qui sert de la cuisine de bistrot. Rien de prétentieux. Papa allant manger dans un restaurant de cuisine de bistrot. Ça, il faut que je le photographie, plaisanta Capucine. Ils sortirent du bureau ensemble, le millionnaire, sa fille, le mécanicien et l'enfant prodige. Aux yeux des employés qui les virent passer, ce n'était que 4 personnes, mais pour chacun d'eux, c'était le début de quelque chose qui allait changer leur vie complètement. La matinée du samedi commença avec Capucine Leclerc, arrivant au garage Moreau et Fils, à 7h30 précise, vêtue d'un vieux jean et d'un simple t-shirt qui était probablement le vêtement le moins cher qu'elle possédait. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval et un sac à dos sur le dos. Marcel et Léo travaillaient déjà. Leur routine commençait à 6h du matin, tous les jours sans exception. « Bonjour », lança-t-elle depuis la porte. Un peu timide en voyant l'intérieur du garage pour la première fois, Léo sortit de dessous une vieille Citroën C3 en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Capucine, tu es vraiment venue? »« Bien sûr que je suis venu. J'ai promis, non ?» Marcel s'approcha aussi en s'essuyant les mains. « Bonjour Capucine. Ton père sait que tu es ici? »« Oui, en fait, il a envoyé ça. »
Elle sortit de son sac à dos un sac isotherme. Le petit déjeuner. Il a dit que vous travaillez probablement tôt, sans bien manger. Marcel ouvrit le sac et trouva de la viennoiserie fraîche, du jambon, du fromage, du jus d'orange naturel et des fruits. C'était plus de nourriture que lui et Léo n'en mangeaient en une semaine entière. C'est très gentil, dit-il, ému par le geste. Mon père essaie, expliqua Capucine. Hier soir, il n'a pas arrêté de parler de vous, des plans pour le garage. Je ne l'avais pas vu aussi enthousiaste depuis des années. Ils prirent un petit déjeuner improvisé sur une vieille table dans un coin du garage. Pendant qu'ils mangeaient, Léo expliquait à Capucine les voitures qu'il réparait. 3 au total, toutes des modèles populaires avec des problèmes simples. Cette C3 est celle de Monsieur Benoît, dit Léo en montrant du doigt. C'est un chauffeur de taxi. La voiture avait un problème au démarreur. La pièce coûte 200 € neuve, mais j'en ai trouvé une d'occasion en bon état pour 50. Il n'a pas l'argent pour payer beaucoup. Vous faites des réductions pour les personnes qui ne peuvent pas payer? Demanda Capucine. Nous facturons le prix juste, expliqua Marcel. Monsieur Benoît travaille dur. Je ne vais pas lui facturer la même chose que je facturerais à quelqu'un qui a plus de moyens. Mais vous ne perdez pas d'argent ainsi. L'argent, nous pouvons toujours en gagner plus, dit Marcel avec simplicité. La dignité et la conscience tranquille n'ont pas de prix. Capucine regarda ces 2 hommes, père et fils, qui avaient si peu, mais donnaient tant, et eut honte de la façon dont elle avait toujours vécu, entourée de luxe, mais vide de but. « Puis-je aider » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Léo s'anima. « Viens, je vais t'enseigner les bases. » Ils passèrent toute la matinée à travailler ensemble. Léo était patient, expliquant chaque outil, chaque composant, chaque procédure. Capucine apprenait vite et n'avait pas peur de se salir les mains, littéralement. En 2 heures, elle était couverte de graisse et de sueur, mais elle souriait plus qu'elle n'avait souri depuis des mois. « C'est incroyable, » dit-elle après avoir aidé Léo à changer l'huile d'une voiture. « C'est tellement réel. Ce n'est pas de la théorie dans les livres, c'est de la pratique. C'est pour ça que j'adore, » dit Léo. Chaque voiture est un problème différent, un nouveau défi. C'est comme résoudre des puzzles, mais des puzzles qui aident de vraies personnes. Marcel observait les 2 jeunes travailler et souriait. Léo avait toujours été solitaire. Ses camarades de classe le trouvaient étrange parce qu'il préférait étudier les moteurs plutôt que jouer aux jeux vidéo, mais là, il était animé, enseignant, se faisant des amis. Vers midi, une Mercedes-Benz noire s'arrêta devant le garage. C'était un modèle récent, impeccable, complètement hors du standard des voitures qui apparaissaient normalement là. De la voiture descendit un homme d'une 50aine d'années, costume cher, posture arrogante. C'était Arnaud Dubois, un des associés d'Étienne qui avait été témoin de la scène de la Rolls-Royce. « Avec votre permission », dit-il en entrant dans le garage comme s'il marchait sur des ordures. « Je cherche ce soi-disant enfant prodige. » Léo se leva, reconnaissant l'homme immédiatement. « C'est moi, monsieur. » Arnaud regarda Léo de haut en bas, avec un mépris mal dissimulé. « Alors, c'est bien toi, le gamin qui est devenu viral en réparant la voiture d'Étienne. »« Oui, monsieur. Puis-je vous aider en quelque chose ? Peux-tu ? Ma Mercedes a un bruit étrange dans le moteur. Je l'ai déjà emmené à 3 garages spécialisés et personne n'a pu identifier le problème. »« Et vous êtes venu ici ?» demanda Marcel, surpris. « Je suis venu tester si le gamin est vraiment bon ou si ce n'était que de la chance avec la Rolls-Royce. » La façon dont il dit chance laissa clair qu'il était là pour défier, pas pour demander de l'aide sincèrement. « Je peux jeter un coup d'œil, » dit Léo avec calme. « Combien factures-tu ? » « Ça dépend du problème, mais d'abord, j'ai besoin de diagnostiquer. » Arnaud lança les clés de la voiture à Léo avec dédain. « Voyons ce que tu peux faire. » Léo prit les clés et alla jusqu'à la Mercedes. Il démarra le moteur et écouta attentivement, la tête légèrement inclinée, les yeux fermés. Après 1 minute, il coupa le contact et ouvrit le capot. « Combien de temps pour le découvrir ?» demanda Arnaud en regardant ostensiblement sa montre. « J'ai déjà découvert, » répondit Léo. « Le problème se trouve dans le tendeur de la courroie de l'alternateur. Il est lâche. C'est pourquoi la courroie vibre et fait du bruit. Ce n'est pas encore grave, mais si vous ne le réparez pas, ça va endommager la courroie et peut causer des dégâts majeurs. » Arnaud resta silencieux, clairement surpris. « Comment sais-tu ça ? » « Par le son. La vibration de la courroie a une fréquence spécifique. J'ai appris à l'identifier en écoutant. Et tu peux le réparer ? Je peux, mais pas ici. J'ai besoin d'un équipement spécifique pour ajuster le tendeur avec la précision correcte. Si je le fais mal, ça peut empirer. Alors, tu ne peux pas le réparer, dit Arnaud avec un sourire victorieux, comme s'il avait prouvé que Léo était une fraude. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne peux pas le réparer ici avec les équipements que nous avons maintenant.
Mais je peux vous recommander un garage spécialisé en Mercedes qui a les bons outils, où vous pouvez attendre quelques semaines que notre rénovation soit prête. Quelques semaines? Quelle rénovation? Ce fut Marcel qui répondit « Nous faisons une société avec Étienne Leclerc. Il va investir dans la modernisation du garage. » L'expression d'Arnaud changea complètement. « Étienne investit ici ?» 500 000 € initialement. Arnaud resta visiblement perturbé par l'information. « Étienne ne m'a rien dit à ce sujet. »« Peut être parce que cela ne vous regarde pas, » dit Capucine en sortant du fond du garage avec un air peu amical. Elle avait reconnu Arnaud immédiatement. Il dînait fréquemment chez son père et la traitait toujours avec ce regard envahissant qui la mettait mal à l'aise. « Capucine !» Arnaud écarquilla les yeux. « Que fais-tu ici? Et dans cet état ?» Elle regarda ses propres mains sales de graisse et sourit avec fierté. « J'apprends la mécanique. »« Un problème? Ton père sait que tu es ici? » « Il sait et il approuve, contrairement à vous qui êtes apparemment venu ici faire un test de qualité comme si vous étiez le maître de la vérité. » Arnaud devint rouge de rage. « Capucine, ce n'est pas un endroit pour toi. Viens, je te ramène à la maison. »« Non, merci, je suis très bien ici. »« Capucine, j'insiste. Et moi je refuse. Maintenant, si vous n'avez plus besoin des services de Léo, veuillez retirer votre voiture. Il y a d'autres clients qui attendent. » C'était un mensonge. Il n'y avait personne qui attendait. Mais Capucine avait appris à utiliser le ton autoritaire de son père quand c'était nécessaire. Arnaud regarda tout le monde là-bas, l'enfant prodige, le père mécanicien et la fille de son associé, complètement à l'aise dans cet environnement humble, et sentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à sentir. De l'envie, envie de la simplicité, de l'authenticité, de la connexion sincère que ces personnes avaient. « Combien je te dois pour la consultation ?» demanda-t-il à Léo en sortant son portefeuille. « Vous ne me devez rien. Diagnostiquer n'est pas un service, c'est une courtoisie. »« Courtoisie ?» Arnaud répéta, incrédule. « Oui, monsieur, vous ne me paierez que si je répare vraiment quelque chose. » Arnaud sortit 200 € et les posa sur le comptoir. « Alors, ceci est pour l'honnêteté. Il semble qu'elle se fasse rare dans le monde. » Léo prit l'argent, mais ne s'en sentit pas heureux. Cela ressemblait plus à une insulte déguisée en compliment. Arnaud sortit du garage, monta dans la Mercedes et partit sans regarder en arrière. Dès que la voiture disparut, Capucine explosa. Quel homme horrible! Il a toujours été comme ça, arrogant, se croyant meilleur que tout le monde. « Tu le connais bien ?» demanda Marcel. « Malheureusement. Il est associé à mon père depuis 10 ans. Il a toujours été faux. Il a toujours essayé de tirer avantage de tout. Je ne lui fais pas confiance du tout. »« Pourquoi ton père est-il son associé alors ?» demanda Léo. « Parce qu'Arnaud est doué pour faire de l'argent, mais ça ne fait pas de lui une bonne personne. » Marcel rangea les 200 € dans le tiroir. « Bon, au moins il a payé. L'argent est l'argent, peu importe d'où il vient. »« Papa a raison, » approuva Léo. « Nous ne pouvons pas choisir nos clients par leur personnalité. » Ils retournèrent au travail, mais la visite d'Arnaud avait laissé un goût amer dans l'air. Capucine était particulièrement inquiète. Elle connaissait Arnaud assez pour savoir qu'il ne faisait rien sans arrière-pensée. En fin d'après-midi, alors que Capucine se préparait à partir, Étienne arriva au garage. Il conduisait personnellement, ce qui était rare pour lui, et il avait une expression préoccupée. « Papa, que fais-tu ici ?» demanda Capucine. « J'ai besoin de parler à Marcel en privé. » Marcel regarda Léo et Capucine. « Vous pouvez faire un tour. Allez prendre une glace, n'importe quoi. » Léo allait protester, mais Capucine le prit par le bras. « Viens, c'est moi qui paie, laisse-les parler. » Lorsqu'ils furent seuls, Étienne alla droit au but. « Arnaud est venu ici aujourd'hui. »« Il est venu. Comment le savez-vous » ? »« Il m'a appelé. Il a dit qu'il était préoccupé par mon investissement dans un garage de fond de cours sans structure adéquate. » Marcel sentit la rage monter. « Garage de fond de cours. Il est venu ici pour tester Léo, et mon fils a diagnostiqué le problème de sa Mercedes en 1 minute. Je sais. Je ne remets pas en question votre compétence. Je vous avertis qu'Arnaud va essayer de saboter notre société. » Saboter? Pourquoi? Parce qu'Arnaud n'aime pas quand je fais quelque chose sans le consulter d'abord. Et parce qu'il a de l'envie pour toute bonne chose qui arrive à d'autres personnes. Que peut-il faire? Étienne soupira. Il a de l'influence. Il connaît des gens dans le secteur automobile, dans les organismes de réglementation, chez les fournisseurs. S'il veut rendre difficile pour vous d'obtenir des certifications, des pièces, des permis, il peut le faire. Marcel s'assit, sentant le poids de la réalité. Alors vous dites que notre société est menacée avant de commencer? Non. Je dis que ça va être plus difficile que nous l'imaginions, mais pas impossible. Étienne, regardez autour de vous. J'ai des dettes.
de vieux équipements, des clients qui peuvent à peine payer. Si votre associé décide de me détruire, il y arrive facilement. Non, si je ne le laisse pas faire, dit Étienne avec détermination. Arnaud est mon associé, mais cela ne signifie pas qu'il me commande. J'ai déjà pris ma décision. Je vais investir dans votre garage et personne ne m'en empêchera. Mais, et si cela affecte vos affaires? Et si vous perdez de l'argent à cause de moi? Marcel, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Je peux perdre quelques millions, sans même sentir de différence dans mon niveau de vie. Mais vous allez sentir chaque euro de cet investissement. Vous allez transformer cela en quelque chose de significatif. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai vu Léo travailler. J'ai vu la façon dont tu l'as élevé. J'ai vu les valeurs que vous avez. J'ai déjà investi des millions dans des entreprises qui semblaient prometteuses sur le papier, mais qui ont échoué parce que les personnes derrière n'avaient pas de caractère. Vous en avez, et ça vaut plus que n'importe quel plan d'affaires. Marcel sentit ses yeux se remplir de larmes. Pourquoi avez-vous tant confiance en nous? Parce que vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. Parce que vous m'avez redonné espoir. Parce que... Étienne marqua une pause, la voix étranglée. Parce que vous aidez est la façon que j'ai trouvé d'honorer mon fils. Rémi aurait adoré connaître Léo. Il aurait adoré voir un enfant avec autant de talent avoir les opportunités qu'il n'a jamais eues. Les 2 hommes restèrent silencieux un instant, chacun traitant ses propres émotions. « Alors que faisons-nous concernant Arnaud ?» demanda Marcel. « Finalement, nous faisons notre travail bien fait, si bien fait, que même lui ne pourra pas nier la qualité. Nous allons rendre ce garage si bon que lorsque les gens entendront Moreau et fils, ils penseront à l'excellence. Cela va prendre du temps. Nous avons du temps et nous avons du talent, et maintenant nous avons des ressources. C'est suffisant. » Étienne tendit la main à nouveau. « Nous sommes ensemble là-dedans. » Marcel lui serra la main avec force. « Nous le sommes. » Lorsque Léo et Capucine revinrent de la glace, ils trouvèrent les 2 hommes souriants et discutant des plans pour la rénovation. « Tout est résolu ?» demanda Capucine. « Tout est résolu, » confirma Étienne. « Au fait, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Il alla jusqu'à la voiture et revint avec une énorme boîte. « Léo, c'est pour toi. » Léo ouvrit la boîte et ses yeux s'écarquillèrent. C'étaient des manuels techniques, des douzaines, de toutes les marques de voitures de luxe imaginables. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. Certains étaient des éditions rares, d'autres étaient des mises à jour récentes qui coûtaient des centaines d'euros chacun. « Ça a dû coûter une fortune, » dit Marcel bouche bée. « Ça a coûté, mais voir le visage de Léo maintenant n'a pas de prix. » Léo feuilletait les manuels avec révérence, comme s'ils étaient des trésors sacrés. « Merci, Étienne. Merci, vraiment. »« Non, Léo. Merci à toi de m'avoir rappelé pourquoi je suis entré dans ce métier il y a tant d'années. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour la passion des machines, pour l'envie de comprendre comment les choses fonctionnent. » Capucine observait son père interagir avec Léo et Marcel et percevait un changement en lui. Ses épaules étaient moins tendues, son sourire plus sincère. Ses yeux avaient un éclat qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ces 2 humbles mécaniciens faisaient pour son père quelque chose que des années de thérapie n'avaient pas réussi. Ils le rendaient à nouveau humain. « Papa, » dit-elle, « je crois que c'était la meilleure décision que tu aies prise. »« Je le crois aussi, ma fille. Je le crois aussi. » Cette nuit-là, après le départ d'Étienne et Capucine, Marcel et Léo restèrent au garage jusqu'à tard, étudiant les nouveaux manuels. La lumière faible de la seule ampoule éclairait leurs têtes penchées sur les livres, père et fils, absorbant le savoir comme des éponges. « Papa, » dit Léo à un moment donné, « penses-tu que nous allons réussir ce qu'Étienne attend ?» Marcel regarda son fils. 12 ans, yeux fatigués, mais pleins de détermination, mains petites, mais habiles au-delà de son âge. « Mon fils, nous avons déjà réussi quelque chose que beaucoup de gens n'atteignent jamais dans toute une vie. »« Quoi ?» ?»« Nous avons réussi à ce que quelqu'un croit en nous, et quand quelqu'un croit, tout devient possible. » Léo sourit et retourna étudier les manuels. Il avait tant à apprendre, tant à faire, tant à prouver. Mais pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait les bons outils, non seulement physiques, mais aussi émotionnels. Il avait un père qui le soutenait, un mentor qui croyait en lui, et une amie qui le voyait comme son égal. L'avenir était encore incertain. Arnaud Dubois représentait une menace réelle. La rénovation du garage serait un défi énorme. La nouvelle école serait une adaptation difficile. Mais rien de tout cela n'importait maintenant, parce que pour la première fois, Léo Moreau croyait qu'il pouvait être plus qu'un gamin pauvre d'un garage de quartier. Il pouvait être un ingénieur, un entrepreneur, un professeur. Il pouvait être tout ce dont il rêvait. Et les rêves, lorsqu'ils sont alimentés par le travail acharné et soutenu par les bonnes personnes,
ont une étrange façon de devenir réalité. Léo ne s'était jamais senti aussi heureux que lors de son premier lundi au lycée Saint-Louis. L'uniforme neuf sentait encore le tissu frais. Le sac à dos rempli de cahiers sans une seule ligne écrite. Et les couloirs spacieux semblaient un monde complètement différent de l'école publique où il étudiait avant. En classe de physique, le professeur présenta un problème complexe sur la thermodynamique appliquée aux moteurs à combustion. Léo le résolut en 3 minutes, laissant toute la classe silencieuse. « Impressionnant, Léo, » dit le professeur. « Tu comprends vraiment cela en profondeur. » Pendant la récréation, des camarades s'approchèrent avec curiosité. « Tu es le gamin de la vidéo, n'est-ce pas? Celui qui a réparé la Rolls-Royce. » Pour la première fois de sa vie, Léo se sentait accepté, admiré. La joie dura jusqu'à 11h15 du matin, lorsque son portable vibra avec un appel de Marcel. « Papa !» répondit-il en sortant de la salle. « Tout va bien ?» La voix qui répondit était tremblante, brisée. « Mon fils, le garage a été fermé. » Le monde de Léo s'arrêta. « Quoi? Comment ça? Fermé? » L'inspection de la préfecture est arrivée il y a une demi-heure. Ils ont dit que nous avions des irrégularités structurelles, que nous n'avions pas les bons permis, que les équipements n'étaient pas aux normes. Marcel marqua une pause, et Léo entendit le désespoir dans sa respiration. « Mon fils, ils ont tout scellé. Nous ne pouvons même plus travailler ni entrer. Mais ça n'a pas de sens. Le garage a toujours fonctionné. » « Je sais, mais ils ont des documents, des sceaux officiels. Ils disent que quelqu'un a fait une dénonciation anonyme. » Léo sentit la rage bouillir. Dénonciation anonyme. Arnaud Dubois. Ça ne pouvait être que lui. « Papa, tu as déjà appelé Étienne? » « Je l'ai appelé. Il arrive. » « Mais Léo... » La voix de Marcel faillit. « Sans le garage, nous n'avons plus rien. Les clients s'en vont. Les dettes continuent. Tout va bien se passer. Papa, je reviens tout de suite. »« Non, reste à l'école. L'éducation passe avant tout. »« Mais papa, reste. S'il te plaît, laisse-moi régler ça. » Léo raccrocha, le cœur brisé. Il ne put plus prêter attention à aucune autre classe. À 15h, quand l'école fut terminée, il courut à l'arrêt de bus. Quand il descendit près du garage, ce qu'il vit l'arrêta complètement. Il y avait une foule, au moins 50 personnes s'agglutinaient devant Moreau et fils, brandissant des pancartes, criant, protestant. Le garage était scellé avec des rubans jaunes, mais les gens s'en moquaient. « Justice pour Léo », disaient les pancartes. « Le talent n'est pas un crime. Laissez le garage fonctionner. » Léo s'approcha, étourdi. Il reconnut Madame Béatrice, la cliente de l'acte 3, les larmes aux yeux. Monsieur Arnaud, le propriétaire de la boulangerie. Madame Lucie, une enseignante à la retraite. Des dizaines de personnes du quartier qu'il connaissait toute sa vie. Léo. Madame Béatrice courut l'embrasser. « Mon fils, quelle injustice! Madame Béatrice, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quand nous avons su qu'il fermait le garage, nous nous sommes organisés. Ton père et toi avez aidé tout le monde ici pendant des années. Vous avez réparé nos voitures quand nous n'avions pas d'argent. Maintenant, c'est notre tour de vous aider. » Léo sentit ses yeux se remplir de larmes. Pendant des années, il s'était senti invisible, juste un autre gamin pauvre faisant ce qu'il pouvait. Mais ces gens avaient vu. Il s'était inquiété. Il entra dans le garage, passant sous le ruban de fermeture. Marcel était assis sur un banc, la tête entre les mains, pendant qu'Étienne conversait avec un homme en costume qui notait tout sur une tablette. « Léo. » Étienne le vit. « Tu devrais être à l'école. » Je ne pouvais pas rester. Pas quand mon père est en train de tout perdre. Marcel leva la tête, les yeux rouges. « Mon fils. » Léo serra son père dans ses bras avec force, le sentant trembler. « Nous allons régler ça, papa. Ensemble. » Étienne s'approcha. « Je sais déjà qui est derrière tout ça. »« Arnaud, » dit Léo. Ce n'était pas une question. Arnaud a utilisé des contacts à la préfecture, a payé des inspecteurs pour trouver des irrégularités. Techniquement, tout est légal. Le garage n'avait vraiment pas tous les permis à jour, mais le délai a été absurdement rapide, clairement orchestré. « Et maintenant ?» demanda Marcel sans espoir. « Maintenant, nous nous battons. J'ai amené Julien, dit-il en désignant l'avocat, spécialiste en droit administratif. Nous allons contester chaque irrégularité, prouver la mauvaise foi dans l'inspection, mais ça va prendre des semaines, et pendant ce temps, nous ne pouvons pas travailler. Je paye les dépenses, dit Étienne. Je suis associé, vous vous souvenez? Si le garage ferme, je perds aussi. Capucine entra en courant, le portable à la main. Papa, tu dois voir ça. Elle montra l'écran. C'était une vidéo qui devenait virale, filmée dans la foule. Elle montrait Madame Béatrice parlant à la caméra. Ces hommes, Marcel et Léo Moreau, sont des héros de ce quartier. Quand ma voiture est tombée en panne
et que je n'avais pas d'argent, ils l'ont réparé gratuitement. Ce garage n'est pas un commerce. C'est de l'espoir pour les gens qui n'ont nulle part où aller. La vidéo avait déjà 500 000 vues. Les gens sont de notre côté, dit Capucine. Toute la France voit cette injustice. Léo regarda par la fenêtre. La foule avait grossi. Il y avait maintenant des caméras de télévision, des journalistes, des voitures klaxonnant en soutien. C'est ce qui arrive quand vous touchez de vraie vie, dit Étienne. Vous comptez pour beaucoup de gens. Julien ferma sa tablette. J'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu une mesure conservatoire d'urgence. Un juge a accepté d'analyser en priorité, compte tenu de l'impact social. Audience demain à 10h du matin. Demain? Marcel écarquilla les yeux. Quand il y a un intérêt public, la justice peut être rapide. Et avec cette agitation, il désigna l'extérieur. Aucun juge ne voudra être le méchant. La porte s'ouvrit brusquement. Arnaud Dubois entra avec 2 gardes de sécurité. « Étienne, nous devons parler. Nous n'avons plus rien à discuter. Si, nous avons, sur toi qui détruis notre entreprise pour ce projet ridicule. Fais attention à tes prochaines paroles, dit Étienne, la voix dangereuse. Ou quoi? Tu vas me frapper. Arnaud rit. Tu es pathétique. Depuis que ton fils est mort, tu es devenu une ombre. Maintenant, tu as trouvé ce gamin et tu crois que tu peux compenser. Mauvaise nouvelle. Rémi est mort. Aucune charité ne le ramènera. Le silence fut absolu. Étienne devint blanc, tremblant. Ce fut Marcel qui se leva, se plaçant entre les deux. « Sortez de mon garage. Ton garage. » Arnaud laissa échapper un rire moqueur. « Cette porcherie fermée. J'ai dit, sortez. » Arnaud envahit l'espace de Marcel. « Toi, un mécanicien raté qui arrive à peine à... » Il ne termina pas. Léo, 12 ans, 1,50 m de haut, se plaça devant son père, faisant face à Arnaud. « Vous ne parlez pas à mon père comme ça. » La bravoure prit Arnaud par surprise. « Écarte-toi, gamin. Non, mon père vaut plus que vous ne vaudrez jamais. Il m'a enseigné l'honnêteté, le travail acharné, la dignité. Qu'enseignez-vous, vous? Comment détruire des gens par envie? Envie de vous? » Arnaud rit nerveusement. « J'ai des millions. Pourquoi aurais-je envie d'un gamin de quartier sale de Grèce? Parce que j'ai quelque chose que l'argent n'achète pas, répondit Léo fermement. Des gens qui m'aiment sincèrement. Un père qui donnerait sa vie pour moi. Des amis qui sont venus défendre notre garage. Vous, qu'avez-vous? Des gardes payés et une réputation pourrie. » La foule dehors explosa en applaudissements. Arnaud devint rouge. « Tu vas le regretter. » « Non, il ne va pas le regretter. » Étienne parla finalement, aux côtés de Léo. « Parce que demain, je vais présenter des preuves que tu as soudoyé des inspecteurs. J'ai des enregistrements, des virements, des témoins. Tu vas tout perdre. » Arnaud pâlit. « Tu n'as aucune preuve de rien. » Étienne lança un audio sur son portable. La voix d'Arnaud. « J'ai besoin que tu crées des difficultés pour Moreau et fils. Combien ça coûte de trouver des irrégularités graves ?» Le sang disparut du visage d'Arnaud. « Où as-tu eu ça? Un inspecteur que tu as tenté de soudoyer a une conscience. Il a tout enregistré. Alors tu vas sortir maintenant, signer des papiers retirant tes objections et vendre ta part de l'entreprise. En échange, je ne remets pas cela au parquet fédéral. Tu ne peux pas. Si, je peux. Parce que sinon, demain tu seras en prison pour corruption. Et avec cette visibilité publique, aucun avocat ne te sauve. » Arnaud était acculé. « Cela ne se termine pas ici. Ça se termine. Maintenant, sors et ne t'approche plus jamais de cette famille. » Arnaud sortit sous les huées de la foule. Marcel s'assit, ses jambes défaillant. « Tu as vraiment ces preuves? » « Je les ai. J'ai enquêté sur Arnaud il y a une semaine. J'ai découvert des choses bien pires. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Parce que j'avais besoin d'être sûr et je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. » Léo regarda Étienne avec admiration. « Vous avez tout risqué pour nous. J'ai fait ce qui était juste. Arnaud empoisonnait mon entreprise depuis des années. Vous m'avez donné le courage de l'affronter. » Capucine serra son père dans ses bras en pleurant. « Je suis tellement fier. » Le lendemain matin, l'audience fut rapide. Avec les enregistrements, le juge suspendit la fermeture et ordonna une enquête contre les inspecteurs. Moreau et fils fut libéré, mais lorsqu'ils sortirent du tribunal, il y avait plus de 200 personnes qui attendaient. Anciens clients, habitants du quartier, étudiants de Saint-Louis, journalistes, quand ils virent Marcel et Léo, ils explosèrent en applaudissements. « Justice est faite! Léo! Léo !» Léo regarda cette foule et sentit quelque chose de nouveau, appartenir à quelque chose de plus grand, savoir que son talent avait touché de vraies personnes. Marcel l'embrassa en pleurant. « Nous avons réussi, mon fils. »« Non, papa, c'est toi qui as réussi.
Tu m'as bien élevé, tu m'as tout appris. Tu m'as donné une raison de continuer. Après la mort de ta mère, tu étais ma seule raison. Étienne observait de loin avec Capucine. Il me rappelle tellement Rémi. Mais Léo n'est pas Rémi. C'est quelqu'un de nouveau que tu aides, et c'est beau de la même manière. J'ai gâché 5 ans enfermé dans la douleur. Je pensais qu'honorer Rémi signifiait ne jamais aller de l'avant. Et maintenant, je sais qu'honorer Rémi signifie faire exactement ça. Aider les enfants talentueux. C'est ce que mon fils aurait voulu. 3 mois plus tard, Moreau et fils étaient méconnaissables. Le petit espace avait été agrandi, occupant 2 locaux voisins. Des équipements de dernière génération, des ponts élévateurs hydrauliques, des ordinateurs de diagnostic, tout ce dont un mécanicien pouvait rêver. La nouvelle enseigne disait « Moreau et fils, centre d'excellence automobile en société avec Leclerc Importation, où le talent trouve l'opportunité ». L'inauguration réunit des centaines de personnes. Léo, dans un nouvel uniforme, fit la présentation. Ce garage a toujours été plus qu'un travail. C'est là que j'ai appris que le savoir transforme les vies, où mon père m'a enseigné que l'honnêteté vaut plus que le profit, où j'ai découvert que le talent n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin que d'une opportunité. Des applaudissements retentirent. Aujourd'hui, nous ouvrons non seulement un garage rénové, mais un centre de formation. Nous allons offrir des cours gratuits pour les jeunes du quartier. Des bourses d'études pour les meilleurs. Nous allons prouver que l'opportunité change les destins. Marcel s'approcha du microphone, timide. Je ne suis pas bon avec les mots, mais je veux remercier celui qui a changé nos vies. Étienne Leclerc aurait pu continuer à se moquer de mon fils, mais il a choisi de voir au-delà des préjugés. Il a choisi de croire. Merci, mon ami. Étienne monta, ému. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez sauvé de moi-même. Vous m'avez rappelé pourquoi il vaut la peine de vivre. Il regarda le ciel. Rémi, où que tu sois, j'espère que tu es fier. À la fin de la journée, lorsque la foule se dispersa, Étienne, Capucine, Marcel et Léo s'assirent dans le nouveau bureau. Salle avec vitres, climatisation, ordinateur moderne. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel, dit Léo. C'est réel parce que tu l'as mérité, répondit Étienne. Chaque équipement ici, tu l'as conquis par ton talent. Capucine revint avec une boîte. Léo, mon père a demandé que je garde ça pour toi. Léo ouvrit et trouva des outils anciens mais impeccables. Ils étaient à Rémi, expliqua Étienne. Voix étranglée. Il les a reçus quand il a eu 10 ans. Je les ai gardés après l'avoir perdu. Mais je crois qu'il aimerait que tu les aies. Léo tint une petite clé à molette. Monsieur Étienne, je ne peux pas. Si, tu peux, parce que tu vas les utiliser pour faire ce dont Rémi rêvait, réparer le monde. Une machine à la fois. Léo serra les outils contre sa poitrine. Je vais en prendre soin, je le promets. Ils sont à toi maintenant. Et Rémi est heureux, sachant que son héritage continue. Ils restèrent là pendant des heures, discutant de rêves, de plans futurs. Léo, dit Étienne, où te vois-tu dans 10 ans? Je veux avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur mécanique, étendu ce centre à d'autres villes. Qu'aucun enfant talentueux ne soit laissé pour compte par manque d'opportunités. Et tu vas y arriver, j'en suis sûr. Marcel se leva, tendant la main. Aux vrais associés, Étienne la serra. Aux vrais amis. Léo et Capucine se joignirent, 4 mains ensemble. Au talent qui transforme les vies, dit Capucine. Aux secondes chances, compléta Léo. Dehors, le soleil se couchait sur Paris. Dans ce petit coin, dans un garage sauvé de la destruction, 4 personnes avaient prouvé que la bonté vainque la cruauté, le talent surmonte les préjugés, et l'amour peut changer le monde. Léo regarda les outils de Rémi et fit une promesse silencieuse. Il allait honorer ce cadeau en étant la meilleure version possible, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient cru. Parce que ce pari cruel s'était transformé en la plus belle histoire de rédemption que la France avait vue. Et chaque fois qu'on demandait à Léo quelle était sa meilleure réparation, il répondait « Ce n'était pas la Rolls-Royce, c'était de réparer le cœur d'un homme qui avait oublié comment aimer, et en échange, il a réparé ma vie entière. » Dans le garage original, maintenant transformé en musée et centre de formation, il y avait une plaque sur le mur. Ici, tout a commencé. Où un enfant a prouvé que le talent ne connaît pas de frontières. Où un homme a trouvé la rédemption. Où une famille est née de la plus improbable des circonstances. Que ce lieu se souvienne toujours. Une seule opportunité peut changer le monde. Et chaque jour, des centaines de jeunes passaient par cette porte, regardaient cette plaque et osaient rêver. Parce que si Léo Moreau avait pu le faire, eux aussi le pouvaient. Et c'était là, finalement, la vraie réparation. Non pas de voiture, mais d'espoir. Non pas de moteur, mais de vie. Non pas de machine, mais de destin.